Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je souhaiterais aujourd'hui, avant d'aborder la thématique principale de notre masterclass, aborder avec vous un élément central qui structure notre manière de voir la réalité dans notre quotidien. Il s'agit de la dualité. La dualité, c'est une interaction entre des forces opposées, complémentaires, qui structurent notre perception de la réalité. On va retrouver dans cette dualité, on va la retrouver dans les traditions spirituelles, dans les traditions religieuses, dans la science, dans la psychologie, dans la philosophie. Elle va se manifester essentiellement sous la forme d'oppositions fondamentales telles que le bien et le mal, l'ombre et la lumière, l'ordre et le chaos, la spiritualité et la matière. Toutefois, il ne faudrait pas tomber dans le piège de s'opposer systématiquement au schéma d'opposition, parce que de l'opposition, du 2 donc, peut naître le 3. Le 3 qui serait la troisième voie, qui serait l'harmonisation de ces éléments d'opposition. On va retrouver ça par exemple dans la philosophie avec Hegel, qui favorise l'idée de thèse, antithèse, synthèse. Synthèse étant la troisième voie vers laquelle on pourrait tendre, et donc on constate que les schémas d'opposition, bien gérés, peuvent nous conduire jusqu'à de la créativité et concevoir d'autres solutions aux problématiques rencontrées. Je disais qu'on trouvait aussi cette approche de la dualité dans les sciences. Bien, dans les sciences, on a, et surtout avec la physique quantique, on a ce constat qu'on va parler d'ondes ou de particules. Et la physique quantique dit, en fonction de la nature de notre regard, il va y avoir une approche, je dirais, de l'énergie qui circule sous la forme d'ondes ou sous la forme de particules. Et c'est intéressant de se rendre compte que, en fait, ces deux approches potentiellement opposées coexistent dans la même réalité. En psychologie, plus particulièrement avec Carl Gustav Jung, il fait référence à ces jeux d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous et qui du coup expriment notre personnalité. Et enfin, en psychologie toujours, il y a un élément fondamental et triste qu'on appelle le triangle infernal ou le triangle de Karpman, qui est bâti sur la dualité persécuteur-victime, victime-persécuteur, et une troisième expression qui est celle du sauveur. Et on constate quand même que ce schéma de dualité dans le triangle de Karpman, eh bien, on le retrouve dans une vie de couple, on le retrouve dans une vie familiale, au sein d'une fratrie, dans notre activité professionnelle, bref, dans tout ce qui relève de la relation. Donc, nul ne peut contester que nous sommes réellement dans un monde de dualité. Cette dualité alimente la séparativité. Cette dualité s'infiltre partout, tous les jours, dans notre quotidien, générant des situations d'opposition. Ce constat évident explique l'état de notre monde, l'état de notre humanité. Un tel concept de dualité ne peut que créer un concept du bonheur bâti sur l'avoir. Plus exactement, le pouvoir d'avoir. Le pouvoir d'avoir des biens, le pouvoir d'avoir de la sexualité, le pouvoir d'avoir un quelconque pouvoir physique, même parfois, sur l'autre, sur les autres. Ce concept de l'avoir, du pouvoir créé par l'avoir, va à son tour alimenter le concept de dualité. Donc on l'a bien compris, le concept de dualité alimente ce concept du bonheur bâti sur le pouvoir de l'avoir, et ce concept du pouvoir de l'avoir alimente à son tour le concept de dualité. Comment peut-on faire pour supprimer cette situation?
Eh bien, en son doute, il nous faut concevoir le bonheur sur d'autres repères. Le bonheur bâti sur la qualité des liens sociaux va modifier le principe même de dualité. Quand je veux alimenter un concept de qualité du lien social, je vais fabriquer de la bienveillance, de la gratitude, de l'écoute, de l'empathie, de l'altruisme, et non pas, à contrario, de l'égocentrisme, de l'égoïsme, comme nous y pousse le concept du bonheur bâti sur le pouvoir de l'avoir. Dans cette vidéo qui va suivre, dans cette masterclass, je vais la présenter en 3 étapes. La première étape, c'est un rappel justement sur la toxicité de ce concept du bonheur qui serait bâti sur le pouvoir de l'avoir. La deuxième étape, c'est l'intérêt à concevoir un bonheur bâti sur la qualité des liens sociaux. Et enfin, une troisième et une dernière partie, c'est comment on fait, comment on s'y prend dans notre quotidien, de manière pratique, pour tendre vers l'alimentation, la nutrition de ce lien, de cette qualité du lien social. On pourrait me dire, mais Philippe, voilà, en fait, tu nous dis, voilà le bon bonheur et le mauvais bonheur. Et du coup, à mon tour, entretenir finalement un schéma de dualité. Ce n'est pas mon but. Mon but est simplement de faire valoir de manière, je dirais, très pratico-pratique, que le bonheur tel qu'on le conçoit jusqu'à présent, eh bien, nous amène vers un vide existentiel. L'autre bonheur auquel je vous invite, je nous invite, nous amène à aimer la vie avec un grand V et à changer l'état de notre humanité. Enfin, je vous invite à liker cette masterclass et à la partager. C'est une masterclass qui est dans la gratuité, ça me semblait important de le faire. Et quand je vous invite à liker et partager, ce n'est pas pour ma petite personne. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur une plage, assis sur le sable, et je me suis dit, Philippe, tu es un petit morceau d'un grain de sable. Et pourtant, ce petit morceau de grain de sable était en train d'apprécier le bleu infini dans le ciel et le bleu infini sur le lagon bleuté. Et je me suis dit, ce petit grain de sable, ce petit morceau de grain de sable peut concevoir cette immensité et la beauté de cette immensité. Et je me dis, voilà ce qui me semble important à protéger. Voilà ce qui me semble important à partager. Aussi, ce n'est pas liker pour Philippe ou partager pour Philippe. C'est liker et partager pour que ce concept du bonheur se diffuse, se répande. Ça me semble véritablement important. Afin que peut-être, dans notre humanité, on ne soit pas amené, parce qu'on n'aura pas changé de concept du bonheur, à se dire maintenant il faut aller explorer pour exploiter une autre planète. On a vu, les films de science-fiction nous y invitent, malheureusement. Interstellar, plus récemment Avatar. Dans ce film, on va explorer, exploiter une autre planète jusqu'à la détruire. Et il nous faudra faire quoi? Aller encore conquérir une autre planète et encore une autre planète? Alors qu'en changeant notre concept du bonheur, on peut vivre ici, bien dans notre peau, bien dans le partage avec l'autre, apaisé et serein de manière pérenne.
Voilà, je vous invite maintenant à rejoindre ma masterclass. Merci et à tout de suite. Nous avons bien compris qu'en voulant changer le concept du bonheur, donc passer d'un bonheur qui est bâti sur le pouvoir de l'avoir à un bonheur qui serait bâti sur la qualité des liens sociaux, eh bien, c'est agir d'abord sur l'esprit avant d'agir sur la matière. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce processus. Esprit, intention, énergie, matière. Je me répète, esprit, intention, énergie, matière. La matière ne sera que le reflet de l'état de l'esprit. Pour orienter notre esprit, il faut se poser une question. Qu'est-ce qu'on veut? On va où? Question que ne se pose pas l'humanité. Justement, en lien avec ce concept du bonheur bâti sur le pouvoir de l'avoir, on s'oriente plutôt sur des plaisirs éphémères, des satisfactions immédiates, générant la construction d'une matière qui génère inévitablement de l'insatisfaction. Il est donc important de comprendre que nos perceptions, nos intentions et notre compréhension du monde influencent directement la manière dont nous agissons et par conséquent les résultats que nous obtenons. Si j'ai des pensées limitantes, si j'ai des peurs, un manque de confiance, bien tout ceci va empêcher l'expression de ma réalisation et des actions nécessaires à entretenir mon quotidien, ma vie de tous les jours, et même de saisir des opportunités. Donc, l'esprit oriente nos actions. Les blocages mentaux influencent la matière. Dans le même esprit, plus je serai clair sur mes objectifs, plus il y aura de clarté d'intention et plus je favorise cette stratégie d'atteindre mes objectifs. Bien sûr, tout ceci suppose également de développer de la maîtrise de soi, afin d'harmoniser esprit et matière. En fait, agir d'abord sur l'esprit revient à construire des fondations solides. Une fois que l'esprit est préparé, les actions matérielles deviennent plus ciblées, résilientes et efficaces. Ceci étant dit, nous allons donc maintenant passer sur la compréhension de l'aspect toxique du bonheur bâti sur l'avoir. Mais avant de déterminer véritablement le bonheur qui serait bâti sur l'avoir, le pouvoir de l'avoir, d'abord faudrait-il déterminer qu'est-ce que le bonheur. Eh bien, le bonheur, c'est un état de satisfaction qui se veut durable, de bien-être, de plénitude, dans lequel une personne se sent épanouie et en accord avec elle-même et avec son environnement. On peut estimer que le bonheur sera lié à la recherche du sens de la vie. Par exemple, pour Aristote, le bonheur est l'accomplissement de soi à travers la vertu et la raison. Les philosophes plus hédonistes vont associer le bonheur à l'absence de souffrance. Dans une approche plus psychologique, on va dire que c'est le sentiment de satisfaction de vie, de joie et de réalisation personnelle. Il s'agit d'un état subjectif, influencé par des facteurs internes et externes. Pour les scientifiques, les neuroscientifiques, les neurosciences montrent que le bonheur est aussi une gestion de chimie du cerveau, où certaines hormones, comme la dopamine et la sérotonine, jouent un rôle essentiel dans les sentiments de plaisir et de bien-être.
Et il peut y avoir enfin une sorte de perspective plus culturelle du bonheur, qui serait une société bâtie plus sur le bonheur collectif que sur un bonheur individuel. Le bonheur étant maintenant à peu près défini, venons-en au bonheur bâti sur l'avoir, et plus exactement le pouvoir de l'avoir. C'est-à-dire la possession de biens matériels et l'idée d'une réussite qui ne peut être qu'une réussite financière. Qu'est-ce que ça génère? Eh bien, ça génère une insatisfaction permanente, une insatisfaction chronique liée à une satisfaction qui ne peut être qu'éphémère. Cette satisfaction éphémère des biens matériels porte un nom. On appelle ça une adaptation hédonique. Cette satisfaction immédiate, à la longue, se manifeste par un plaisir qui diminue, nécessitant aussitôt d'aller vers de nouveaux besoins et une nouvelle satisfaction par l'acquisition d'un bien matériel qui générera de nouveau une satisfaction éphémère et ainsi de suite, j'ai envie de dire, dramatiquement. La deuxième conséquence, c'est la comparaison sociale. On va en permanence se comparer à l'autre, générant plutôt un sentiment de frustration et même d'infériorité. Et organisant un cycle de compétition. Est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai perdu? Et tout ceci va créer une perte, voire une négation de l'estime de soi. Troisième conséquence, on pourra appeler ceci la superficialité des relations. La plupart des relations vont rester superficielles parce que des relations intéressées. L'amour pourra être potentiellement inexistant, la confiance inexistante, le soutien émotionnel inexistant, ceci produisant un isolement social. C'est un type de rencontre qui se fera par un ordinateur, par un programme d'ordinateur, où on va se donner rendez-vous simplement parce qu'on s'est vu sur une photo, espérant que cette rencontre va pouvoir satisfaire, je dirais, l'ensemble de mes attentes. Mais bien évidemment, force est de constater que tout ceci n'aboutit pas. La quatrième conséquence, c'est la perte de sens. Au bout d'un moment, cette satisfaction dans l'éphémère crée un véritable vide existentiel, un manque de but. D'ailleurs, on le voit, ce sont quand même dans les sociétés les plus riches qu'il y a le taux de suicide le plus élevé. Je pense en particulier à un pays que je ne connais pas, où j'ai juste eu l'occasion de voir une vidéo sur ce thème. Je pense à la Corée du Sud, où le bonheur est bâti sur la réussite à des examens, à l'université, et une réussite bâtie sur la plastique du corps. Les chirurgiens esthétiques font fortune en Corée. Mais, paradoxe ou logique, un taux de suicide très élevé. Enfin, autre conséquence de ce concept, c'est que ça génère beaucoup de stress et d'anxiété. On est dans une pression constante dans le domaine professionnel ou personnel. Il me faut réussir. Il me faut avoir ce que je veux avoir à n'importe quel prix. N'oublions pas, si je ne l'ai pas, j'ai échoué. Si j'ai échoué, perte d'estime de moi-même. Donc ce stress et anxiété va nuire à ma santé mentale et nuire à ma santé physique. Encore un impact.
un impact, celui-là qui sera environnemental et éthique. Ce concept de l'avoir, du bonheur bâti sur l'avoir, va générer de la surconsommation et inévitablement un épuisement des ressources naturelles et, par contre, une abondance de déchets liés à cet épuisement des ressources naturelles et à cette surconsommation. Autre impact, pour faire plus d'argent, dépensons moins d'argent, par exemple en exploitant dans certains pays des travailleurs de plus en plus jeunes. Et enfin, lorsque je veux avoir ce que je veux avoir, je suis peut-être prêt à tout et aller jusqu'à la corruption. Donc, on constate cet impact environnemental et cet impact éthique. Enfin, et dernier point, par ce concept du bonheur bâti sur le pouvoir de l'avoir, on s'éloigne des valeurs profondes, propres à nos qualités de cœur. On s'éloigne de la solidarité, on s'éloigne de l'altruisme, on s'éloigne d'une spiritualité qui pourrait être même laïque. En fait, je me dis que ce concept du bonheur nous éloigne de notre âme. Je pense que l'humanité a perdu son âme. Donc, pourquoi bâtir le bonheur sur la qualité des liens sociaux plutôt que sur l'avoir? On l'a donc dit, une augmentation potentielle de la richesse liée aux biens matériels va augmenter effectivement notre bonheur dans l'instant et de manière limitée. Une augmentation du bonheur qui serait bâtie sur la qualité des liens sociaux va favoriser cette notion de l'appartenance et de l'amour. Appartenance et amour veut dire que nous serons les uns pour les autres dans un véritable soutien émotionnel et résilience. Résilience face aux défis de la vie. L'avoir ne s'offre pas ce type de soutien. Je vais dire une évidence, mais tout ne s'achète pas. Dans le concept, et nous l'avons déjà dit, d'un concept du pouvoir de l'avoir, du bonheur bâti sur le pouvoir de l'avoir, il y a une augmentation du stress et de l'anxiété, en lien avec le travail, le chômage, les incertitudes, en lien avec les incertitudes économiques, les défis liés aux relations sociales. Et ceci mobilise une grande partie de notre énergie mentale, ce qui nous laisse moins de ressources pour persévérer dans des tâches exigeantes et d'avoir une véritable satisfaction dans la vie de tous les jours. Un soutien émotionnel et le principe même de la résilience ne nous amènent pas dans ce piège et dans cette perte d'énergie. Le bonheur bâti sur la qualité du lien social va générer une sensation d'appartenance et d'identité. On aura une conscience de groupe plutôt qu'une conscience individuelle. Je me permets de dire là dans l'instant que l'âme, plus nous sommes connectés à notre âme, plus nous avons une conscience du groupe et pas une conscience individuelle. Si je compare ça à un organe de notre corps, une cellule du foie, de la rate, du cœur, peu importe, va avoir conscience que c'est une simple cellule, mais avoir une conscience qu'elle fait partie d'un organe et que plus elle fonctionne bien à sa petite échelle de cellules, plus l'organe fonctionnera de manière qualitative. Donc, il est important pour nous d'avoir une conscience du groupe plutôt qu'une conscience individuelle. Autre point, la qualité du bonheur
bâti sur la qualité du lien social va avoir un effet positif sur notre santé mentale et physique. Rappelons que le bonheur bâti sur le pouvoir de l'avoir génère la peur de l'échec et la culture de la perfection, générant une société de compétition où il y a en permanence une valorisation et une dévalorisation de l'ego, et des comparaisons permanentes. Souvenons-nous de cette phrase de Krishnamurti qui dit qu'à chaque fois que je me compare à quelqu'un, c'est une partie du moi qui se fragmente. On est dans une augmentation de la pression au quotidien. Le moindre obstacle ou effort peut être perçu comme une menace pour l'image de soi. Et on va préférer générer de l'auto-sabotage plutôt que d'affronter la réalité. Il devient plus facile de ne pas essayer du tout que de risquer de ne pas être à la hauteur. Encore une fois, lorsque je suis soutenu émotionnellement, lorsque j'ai cette sensation d'appartenance, eh bien, le groupe est là pour m'aider. Je ne suis pas en compétition avec ce groupe, je ne suis pas en rivalité avec ce groupe, je suis dans une qualité d'égrégore et de communion avec ce groupe. Autre point, c'est ce que j'avais appelé l'adaptation hédonique. Une fois un nouveau bien acquis, le plaisir qu'il procure diminue progressivement à mesure que l'on s'habitue. Et ceci génère, encore une fois, des impacts toxiques sur ma santé mentale et physique. La qualité relationnelle va générer aussi le souvenir, la mémoire. La mémoire des souvenirs heureux, le sens de la vie même. On peut fermer nos yeux et se souvenir de ce moment où notre bébé est né, se souvenir d'un anniversaire avec les gens que l'on aime, d'une marche en forêt, d'une balade au bord de la plage. Et ça n'a pas de prix. Parce que lorsqu'on est assujetti à nos émotions, prenons l'exemple de la colère. Je suis en colère, je prends ma voiture. Eh bien, cette voiture m'a coûté peut-être des millions et des millions. Mais lorsque je suis en colère, j'oublie cette voiture. Et je serai dans une petite voiture à bon marché, ça ne changerait rien à l'état de ma colère. Et je serai dans une voiture à plusieurs millions, ça ne change rien à l'état de ma colère. Parce que c'est cette colère, ces émotions qu'il faut savoir transformer grâce à la qualité des relations sociales. Nous ne sommes qu'émotions. Et que deviennent ces émotions au milieu de la matière? Rien. La matière n'a pas d'impact sur nos états émotionnels de manière durable. Donc, prendre soin de nos émotions, c'est prendre soin de la qualité des relations sociales. À présent, comment faire de manière pratique? Comment faire pour bâtir le bonheur sur la qualité des liens sociaux? Je dirais de manière synthétique, comment je nourris mes corps? Nous avons un corps physique, nous avons un corps émotionnel, nous avons un corps mental, nous avons un corps spirituel et nous avons un corps énergétique. Eh bien, de manière pratique, la manière dont je vais nourrir ces corps va déterminer la nature de mon bonheur. Comment je nourris mon corps physique? Concrètement, qu'est-ce que je lui donne à manger? Qu'est-ce que je lui donne à boire? Comment je le fais respirer? Comment j'entretiens mon sommeil? Est-ce que je lui fais faire une activité sportive régulière? Comment je nourris mon corps émotionnel? Est-ce que je laisse en moi
s'imprégner la colère, la rage, la haine, la jalousie, le goût de la vengeance? Ou est-ce que je l'alimente d'affection, d'empathie, de bienveillance? Comment je nourris mon corps mental? Est-ce que je le nourris de pensées simplistes, générant des schémas d'opposition? Je suis pour un tel, contre un tel, pour tel parti, contre tel parti, avec la conscience de ce que génère en moi ce schéma d'opposition, ou au contraire, je décide d'alimenter mon mental sur des réflexions plus larges. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la tolérance? Qu'est-ce que le pardon? Comment je nourris mon corps spirituel, même de manière laïque? Est-ce qu'au quotidien, je décide de donner le meilleur de moi-même? Faire de mon mieux? En quoi aujourd'hui, j'ai donné? J'ai donné quelque chose à quelqu'un. Donné ma gratitude. J'ai fait un geste bienveillant. Et tout ceci, comme ça, sans intérêt. Juste de l'affection. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Nourrissez-vous, vous n'en aurez jamais assez. Nourrissez les autres, vous n'aurez jamais faim. » Je me répète. Nourrissez-vous, vous n'en aurez jamais assez. Nourrissez les autres, vous n'aurez jamais faim. Et bien sûr, en alimentant correctement mes différents corps, mon corps énergétique ne s'en trouve qu'au mieux. Il y aura une fluidité dans la circulation de mon énergie, dans l'ensemble de mes corps. Alors, on a bien vu la direction qu'il fallait prendre. Maintenant, que dois-je faire? Eh bien, il faut que je puisse investir du temps dans les relations. Prioriser les moments à partager. Prioriser des moments où je décide de rencontrer l'autre. Rencontrer, ça veut dire savoir écouter, mieux comprendre, soigner la connexion émotionnelle. Un enfant, notre enfant, ne nous reprochera jamais de ne pas lui avoir acheté la mobilette ou aujourd'hui la voiturette. Mais par contre, lorsqu'il nous dira « Tu sais papa, tu sais maman, demain j'ai un devoir de mathématiques, j'espère que ça va marcher », et que le lendemain, à l'issue de ce devoir, ni papa ni maman ne lui posent la question « Alors, ton devoir de maths ?» voire je ne sais plus trop, c'était un devoir de maths ou un devoir de géo? C'était quoi déjà? Là, notre enfant se dit « Je ne suis pas écouté, je ne suis pas entendu, peut-être parce que je ne mérite pas d'être écouté. » Et cela va bâtir un manque d'estime de soi. La satisfaction de la voiturette aura été une satisfaction éphémère. La satisfaction liée à cette qualité d'écoute eût été une satisfaction prolongée et pérenne. Savoir écouter l'autre, ce qui signifie bien sûr savoir s'écouter. L'écoute est l'élément fondamental de la qualité du lien social. Je viens de le dire, ça suppose savoir s'écouter. Donc ça veut dire savoir réfléchir sur soi. Qui suis-je? Comment je fonctionne? En tout cas, d'accepter de se poser ces questions et de ne jamais cesser de se poser ces questions. Peut-être pour mieux comprendre comment l'autre fonctionne. Savoir me pardonner pour pardonner.
Et ça, c'est un travail. C'est un travail au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bonheur à bâtir sur la qualité des liens sociaux s'il n'y a pas un travail sur soi, générant de la stabilité émotionnelle, générant de la patience, générant de la gratitude. Et c'est travailler sur soi-même, selon moi, avec les outils de l'intelligence spirituelle appliquée. Redonner du sens à sa vie. Savoir lâcher prise, développer le pardon. Tendre vers un détachement, sentir l'amour inconditionnel. Savoir s'émerveiller, voir avec le cœur. Savoir contempler, mieux que voir, percevoir. Ça, cela doit être notre priorité, nos priorités au quotidien. Tout ceci développe une forme d'altruisme. Je suis persuadé que l'on est venu sur cette planète pour passer du « et moi » à « et l'autre ». Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que mon moi profond doit être oublié ou nié. Mais ce moi profond est là pour établir du lien, pour prendre conscience que parce que l'autre est là, je suis là. Le symbole de la vie est pour moi un point entouré d'un cercle. Ce point, c'est mon moi profond, le cercle, c'est les autres. Parce que je saurais établir ce lien avec les autres, je me trouverai en paix avec moi-même. Et en étant en paix avec moi-même, je peux créer au mieux de moi une paix avec l'autre, avec les autres. En tout cas, cela peut être mon intention. La vie, c'est une respiration. Lorsque j'inspire, je prends. Lorsque j'expire, je donne. Parfois, on peut plus prendre que donner. Parfois, on va plus donner que prendre. Mais c'est parce que je sais prendre, et parce que je sais donner, parce que je sais donner et que je sais prendre, que je respire et que je suis en vie. C'est fondamental. Maintenant, je disais également que les neurosciences témoignent, prouvent de l'intérêt qu'il y a à fonctionner sur un bonheur bâti sur la qualité des liens relationnels. Tout d'abord, la dopamine. Alors, il est vrai que la dopamine est l'hormone de la récompense et peut fabriquer des addictions. Mais si nous sommes dans un autre état d'esprit, la dopamine peut être une satisfaction immédiate de bonheur, mais qui sera bâtie sur le fait de manger ensemble, de réaliser ensemble des efforts pour atteindre un objectif, de regarder un film ensemble, d'écouter de la musique ensemble, avec des satisfactions, encore une fois, certes immédiates, propres à la dopamine, mais qui, vécues dans une dynamique de groupe, génèrent une autre qualité de lien et une autre qualité de bonheur. N'oublions pas que nous sommes dans un monde qui pousse à l'isolement. Aujourd'hui, avec un téléphone ou une tablette, je peux vivre chez moi seul. Je peux commander une pizza qu'on livrera derrière ma porte et je peux glisser l'argent nécessaire sous la porte. Je peux faire du télétravail. Mes pensées seront alimentées par des algorithmes venant du téléphone me disant que la manière dont je pense est une bonne manière de penser. L'algorithme va alimenter les biais cognitifs. Je peux rester seul à voir mes films, rester seul à écouter de la musique, et je peux même tenter d'établir du lien avec quelqu'un
à travers un site de rencontre qui m'obligera effectivement à sortir de chez moi, pensant que là, je vais rencontrer quelqu'un alors que je n'ai rencontré personne, en tout cas sûrement pas moi-même. Autre hormone, la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui permet une stabilisation de l'humeur. Et là, que faut-il faire pour sécréter de la sérotonine? Eh bien, il faut prendre le temps de s'exposer au soleil. C'est magnifique. Être dans la nature. C'est splendide. Développer de la pleine conscience. Ça, c'est un peu plus difficile, mais ça se travaille. Je suis là où je suis et j'écoute avec mes 5 sens plus 1. J'écoute mon environnement. Je sens mon environnement. Je sens la terre sur laquelle je marche. Je sens le souffle qui m'effleure. Je sens les odeurs autour de moi, de la fleur, de la plante. J'écoute l'oiseau, j'écoute la rivière. Je suis là. La sérotonine aussi va dépendre de la santé de notre intestin. Nous savons qu'à l'intérieur de notre ventre, il y a ce qu'on appelle souvent le deuxième cerveau. La quantité de neurones contenues dans notre ventre est comparable au cerveau d'un chien. Nous avons tous conscience que parfois une gestion émotionnelle difficile va créer la peur au ventre, on va courir comme un dératé, on va manquer d'estomac si on n'a pas de courage. Donc on se rend bien compte que prendre soin de son état émotionnel, c'est prendre soin de la santé de ses intestins et bien sûr, je le rappelle, comment on décide de se nourrir au sens vrai du terme. Autre hormone, l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour. Lorsqu'on prend quelqu'un dans ses bras, pendant 20 secondes, on va fabriquer cette hormone de l'amour. Elle est bâtie sur quoi? Le sens du toucher physique. Je viens de le dire, prendre quelqu'un dans ses bras, caresser un animal de compagnie, se sociabiliser, aider les autres. Lorsque j'aide quelqu'un, je fabrique de l'ocytocine, je fabrique de l'hormone de l'amour. Dernière hormone que je voudrais citer, c'est l'endorphine, une antidouleur, une hormone antidouleur. Bien, que faut-il faire pour générer, sécréter cette endorphine? Faire du sport adapté, écouter de la musique, quelque chose de magnifique, rire ensemble, plaisanter, s'amuser, avec légèreté, comme le ferait un enfant. Donc on voit bien qu'il y a des moyens très concrets, très pratico-pratiques dans notre quotidien pour sécréter ces hormones. Être ensemble, s'exposer au soleil, marcher dans la nature, se sociabiliser, regarder un film, rire, faire du sport, savoir prioriser tous ces éléments au quotidien. Prendre son temps pour ça, plutôt que de dire je vais travailler plus et encore plus et encore plus, juste pour me payer ce téléphone qui va coûter très cher et qui ne me servira à rien par rapport au téléphone dont je dispose déjà. Prendre son temps. Parfois, il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui me disaient « D'abord, je fais la vaisselle et après, je sors. » Je me permets un moment de dire « Sortez, allez vous balader et faites la vaisselle après. » Parce que lorsque vous allez faire la vaisselle, dans un premier temps, vous allez la faire avec une contrainte, un désagrément, et dans un deuxième temps, vous la ferez avec joie.
avec satisfaction, en tout cas porté par cet élan de joie, puisque vous êtes parti vous balader, marcher dans la nature, sentir le soleil sur votre peau. Voilà des éléments très simples pour bâtir notre bonheur dans la qualité relationnelle, dans l'immédiat. Ce qui me semble important, c'est de ne pas devenir ce que j'appelle un esclave des temps modernes. Nous sommes un esclave de cette hyperconsommation. Et sans entrer stupidement dans la théorie du complot, nous sommes dans un système qui veut encore et encore alimenter cette hyperconsommation pour faire en sorte que nous puissions tous rester des esclaves. Pour conclure cette masterclass, j'aimerais vous lire un texte. Ce texte, c'est « Je te vois ». Et pour moi, sans conteste, c'est la phrase la plus belle et la plus puissante du film Avatar. Je te vois tel que tu es, tout au fond de toi, là où réside ton âme. Je te vois sans attendre quoi que ce soit de toi, car mes attentes et mes projections pourraient t'abîmer et voiler ton identité profonde. Je te vois dans toutes tes dimensions et riche de tes expériences. Je te vois, car je sais déjà que tu es un être complet et parfait. Je te vois, c'est ma façon de t'accueillir sans condition. Et en faisant cela, je te permets à toi aussi de te voir et de t'accueillir tel que tu es. Je te vois, c'est autorisé à être, à irradier, sans filtre, sans masque, sans peur. Je te vois. Merci infiniment pour votre écoute. Pour pouvoir approfondir les outils de l'intelligence spirituelle appliquée, je vous invite à partager, à diffuser autant que possible ce podcast. Également d'aller vous inscrire à ma newsletter sur mon site internet, Intelligence spirituelle appliquée. Vous y retrouverez les masterclass déjà existantes et vous serez tenu également informé de toutes les nouveautés. Par ailleurs, vous pouvez me suivre et liker, si vous le souhaitez bien sûr. Vous pourrez me suivre sur ma chaîne Facebook, YouTube et Instagram. Je vous en remercie par avance et sachez que si toutes les thématiques abordées sont importantes pour vous, j'insiste, partagez et diffusez.